Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Israël, pourtant l'un des alliés les plus proches de l'Occident et en particulier des États-Unis, est resté relativement neutre par rapport à son aide à l'Ukraine et carrément neutre par rapport à la Russie. Par exemple, l'ancien Premier ministre d'Israël, Yair Lapid, avait refusé de se joindre à la campagne de sanctions des Occidentaux contre la Russie et s'était abstenu d'envoyer à l'Ukraine qu'une aide humanitaire en refusant toujours d'envoyer une aide militaire. Le retour de l'ancien Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, le 29 décembre 2022, ne semblait pas aller dans le sens de l'Ukraine. En effet, Benjamin Netanyahou n'a jamais caché ses très bonnes relations avec Vladimir Poutine et avait refusé de condamner l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie et condamné l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et pourtant, Bibi, c'est le surnom de Netanyahou, lors d'un entretien donné à CNN en février 2023, a laissé sous-entendre qu'il envisagerait peut-être d'envoyer une aide plus conséquente à Kiev. En plus, son nouveau ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a effectué une visite officielle en Ukraine le 16 février et est ainsi devenu le plus haut responsable israélien à visiter le pays depuis le début de l'invasion. Au cours de sa visite, Eli Cohen a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a exprimé sa solidarité au nom d'Israël. Depuis, plus rien ou presque rien, quelques déclarations ici et là, mais dans les faits, un an après le conflit, Israël est et reste neutre par rapport à la guerre en Ukraine. Et Israël le fait malgré la pression exercée par ses alliés occidentaux et en particulier les États-Unis, comme l'ont montré les récents leaks du Pentagone qui montrent de manière explicite la pression exercée par les États-Unis sur Israël pour que Tel Aviv fournisse à Kiev le matériel nécessaire à sa victoire. Et il est important de préciser que pour Israël, les États-Unis ne sont pas un allié comme les autres. Non, non, non. L'Amérique est l'allié par excellence de Tel Aviv, aussi bien en termes de soutien économique, financier, militaire, etc., etc., mais aussi en termes de soutien diplomatique, comme par exemple au sein des Nations Unies. Alors que se passe-t-il? Pourquoi Israël est-il à ce point réticent à venir apporter son aide à l'Ukraine et de contrarier ses relations avec la Russie au point de même mettre à mal ses propres relations avec les États-Unis? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la réticence de l'État d'Israël à apporter plus d'aide à l'Ukraine et du coup se mettre à mal avec Moscou réside dans les bonnes relations que Israël a avec la Russie depuis 1991. Israël a aussi une importante communauté russophone, on estime plus ou moins 15% de la population d'Israël à parler russe couramment, et ce sont des populations originaires aussi bien de Russie que d'Ukraine, que aussi d'anciennes républiques soviétiques, et dans les faits sont assez divisés sur la guerre en cours. Mais c'est plutôt le niveau politique et géopolitique qui ici nous intéresse. Au niveau gouvernemental, la réticence d'Israël à venir contrarier Moscou réside dans une décision stratégique très simple, en aucun cas et à aucun prix mettre en danger l'accord tacite entre Moscou et Tel Aviv qui permet à l'État hébreu de survoler la Syrie pour aller frapper les positions des milices pro-iraniennes dans la région. Et alors du coup, vous allez me poser la question, c'est quoi le rapport avec la Russie? Pour ça, il faut revenir un peu en arrière. En 2011, le monde est bousculé par les printemps arabes. En gros, des révoltes à travers le monde arabe qui déposent des anciennes figures au pouvoir comme Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte. Et en Syrie, c'est le régime de Bachar el-Assad qui craint pour sa survie. Alors, dès les premières manifestations populaires, Bachar el-Assad, il fait quoi? Il arrête, il réprime, il torture et il massacre. C'est beaucoup trop long ici pour rentrer dans les détails, mais ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il va y avoir une guerre civile entre d'un côté la population et de l'autre le régime de Bachar el-Assad. De ce vide de pouvoir naissent des mouvements comme l'État islamique, l'armée syrienne libre et d'autres mouvements plus ou moins définis politiquement. Et c'est là qu'intervient la Russie. En 2015, Bachar est sur le point de perdre la guerre et de se faire renverser. Et en guise de dernier recours, il fait appel à Vladimir Poutine qui l'aide grâce à ses missiles et son aviation à se maintenir au pouvoir et à écraser une partie de son opposition. Depuis, la Russie de facto contrôle une partie importante de la Syrie et en particulier les zones côtières du port de Tartous qui lui permet un accès direct à la mer Méditerranée, ce qui soit disant passant était le rêve de tous les tsars. Et dans ce contexte de chaos, l'Iran, comme la Russie, essaye de tirer son épingle du jeu. C'est là que ça devient intéressant pour nous, mais quand même embêtant pour Israël. Parce que l'Iran, clairement, a exploité les vides de pouvoir en Irak et en Syrie consécutifs à l'invasion américaine de l'Irak en 2003 et de la guerre civile syrienne commencée en 2012 pour étendre son influence dans la région. Et l'un des buts ultimes de l'Iran est de pouvoir créer une ligne logistique appelée communément le croissant chiite entre d'un côté l'Iran et de l'autre le Liban, en passant par l'Irak et la Syrie. Le tout pouvant mener bien sûr à un meilleur approvisionnement du groupe armé et parti politique libanais chiite, le Hezbollah, qui est, rappelons-le, un proxy de l'Iran dans la région. Et du coup, tu me diras, c'est quoi le rapport avec la Russie? Et en fait, c'est assez simple. La Russie est et reste la principale puissance militaire dans la région et c'est elle qui, via ses systèmes anti-aériens,
de type S-300, S-400 pour ne pas les nommer, qui contrôle le ciel syrien et peut permettre Israël ou non d'utiliser ce ciel pour aller frapper les milices pro-chiites, pro-iraniennes dans la région. Ainsi, dans ce contexte particulier, Israël ne peut pas se permettre de se mettre à mal la Russie qui est dans les faits une puissance régionale et surtout une puissance frontalière de l'État hébreu. Néanmoins, depuis un an, une nouvelle composante de l'équation est à prendre en compte. En effet, la Russie, en envahissant l'Ukraine, s'est isolée du reste de la scène internationale et par conséquent s'est rapprochée de l'Iran, faisant craindre pour Israël un renforcement russo-iranien allant contre ses intérêts stratégiques. Du coup, on peut se poser la question suivante. Quels sont les risques pour Israël? Et surtout, est-ce que le rapprochement russo-iranien sera-t-il à même de faire basculer la politique étrangère d'Israël en faveur de l'Ukraine? Alors tout d'abord, l'Iran, en fournissant de l'armement à la Russie, s'achète une expérience militaire qu'elle pourra utiliser pour améliorer son armement, en particulier ses drones, qu'elle pourra utiliser directement dans le futur contre Israël. Deuxièmement, si la Russie réduit ses forces en Syrie, l'Iran aura de facto beaucoup plus de marge de manœuvre dans la région et menacera encore plus la sécurité d'Israël. Néanmoins, il est quand même peu probable que la Russie se retire complètement de la Syrie. Et enfin, la Russie, pressée par Téhéran, pourrait potentiellement aider l'Iran dans son programme nucléaire militaire en fournissant directement du matériel nucléaire à l'Iran en échange de son armement. Néanmoins, malgré ces différents risques qu'on vient de voir, Israël ne semble pas, pour l'instant, vouloir changer d'attitude par rapport à la Russie. En effet, même si Israël est conscient que l'enlisement de la Russie en Ukraine aura des impacts significatifs sur sa sécurité immédiate, pour l'instant, Israël peut toujours utiliser le ciel syrien pour aller frapper les milices pro-iraniennes dans la région et surtout Tel Aviv a intensifié ses frappes depuis quelques mois sans que Moscou ne réagisse. Précisons également que Tel Aviv est conscient que la Russie, contrairement à elle, est une superpuissance mondiale et qu'en tant que telle, elle ne peut en aucun cas dicter ses conditions à la Russie et au contraire doit s'efforcer à maintenir avec Moscou une politique équilibrée. La stratégie d'Israël est ici de montrer à la Russie que toute aide apportée à l'Iran se soldera en un gouffre financier et une perte de temps. Ainsi, dans l'état actuel des choses, il ne semble pas que Israël ne veuille ou ne puisse changer sa politique étrangère vis-à-vis de la Russie en apportant plus d'aide à l'Ukraine. Mais dans un climat international des plus changeants, l'attitude d'Israël pourrait être vite remise en question. Du coup, on peut se poser la question suivante, qu'est-ce qui ferait basculer Israël dans une aide plus importante à l'Ukraine ? Selon Yossi Melman, un des spécialistes de la politique sécuritaire d'Israël qu'on a interviewé, Israël sera à même de changer sa politique étrangère par rapport à la Russie seulement si cette dernière venait à fournir massivement l'Iran en armement. En gros, selon Melman, ce changement se ferait de manière graduelle en fonction des armes de plus en plus stratégiques que la Russie fournirait à l'Iran. Dans l'ordre, on commence avec des missiles balistiques, ensuite des avions de type Sukhoi, enfin, des systèmes de défense anti-aériens de type S-300 et S-400. Alors précisons quand même que la Russie en avait déjà vendu à l'Iran par le passé. Et bien sûr, le boss final, c'est tout type d'aide susceptible d'aider l'Iran à se doter de l'arme nucléaire. Pour l'instant, et c'est aussi l'avis de Yossi Melman, Poutine n'a aucun intérêt à aider l'Iran à se doter de l'arme nucléaire, mais la Russie pourrait très vite se retrouver dans une forme de dépendance par rapport à l'Iran et se voir obligée de céder aux demandes de Téhéran en échange de munitions, d'armes ou de soutien diplomatique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Israël est profondément inquiété par cette situation, parce que si un tel scénario venait à se produire, Tel Aviv n'aurait pas d'autre choix que de changer sa politique étrangère vis-à-vis de Moscou en adoptant une attitude de plus en plus hostile et de plus en plus offensive. Alors pour l'instant, ni la Russie ni l'Iran n'ont franchi la ligne rouge qui ferait basculer la politique étrangère d'Israël, mais ce qui est sûr, c'est que plus le conflit persistera, plus Israël devra choisir un camp et Israël fera le choix de ses intérêts beaucoup plus importants à l'ouest qu'à l'est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, mettre des commentaires et mettre la petite cloche de notification parce que c'est très important pour le référencement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.